Bonjour à tous, on va commencer pile à l'heure, histoire de ne pas prendre de retard dès le début. Je vais vous faire une toute petite introduction avant de passer la parole à nos deux intervenants de ce début d'après-midi. Moi, je m'appelle Martin Lambert, je travaille à Stéréolux à Nantes. Stéréolux, c'est une structure qui travaille dans le champ des musiques actuelles et de l'art numérique. Et moi, je m'occupe d'un des espaces de cette structure qui s'appelle le laboratoire Art et Technologie, d'où le nom de ce volet du salon, puisqu'on a maintenant depuis 4 ans une collaboration avec les JTSE pour organiser un certain nombre de petites conférences comme celle que vous allez voir. Donc nous, au niveau du laboratoire à technologie, on travaille sur des questions liées à l'art numérique, mais sur des questions un peu plus expérimentales, qui croisent enjeux artistiques, enjeux de recherche, enjeux sociétaux aussi, en faisant collaborer des artistes, des chercheurs, des entreprises, etc. Et c'est un peu cet esprit qu'on a voulu retransmettre à travers les conférences qu'on organise ici, avec cette idée d'aborder des questions liées au spectacle vivant, mais à la fois via des interventions d'artistes, de créateurs, de chercheurs aussi, c'est ce que vous verrez aujourd'hui, et sur des sujets parfois peut-être un peu plus expérimentaux ou un peu plus avancés que ce qu'on peut voir dans le reste du salon d'un point de vue technologique. Voilà, donc il y aura 3 conférences sur cette édition. La première que vous allez voir dans un instant sur des questions liées au machine learning, donc à l'intelligence artificielle, on reviendra peut-être sur les termes, dans le cadre du spectacle vivant, notamment via la captation des gestes. À 15h30, il y aura une conférence sur la question de la réalité virtuelle, toujours dans le spectacle vivant. Et demain, à 14h15, une conférence sur la question des dômes immersifs et de l'immersion en général. Voilà, j'en dis pas plus, à vous. Bien, merci. Merci Martin pour l'introduction. Donc, je suis Frédéric Bévilacqua, je suis chercheur à l'IRCAM, je suis avec Michel Agnès Magalèche, qui est compositrice. On collabore en ce moment sur un projet. Et Martin m'a demandé de faire une petite intro aussi un peu générale sur le machine learning, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce que nous on fait. On utilise des systèmes de reconnaissance de gestes vraiment liés pour le spectacle et la musique. Alors, très vite, je pense que la plupart des gens connaissent, mais donc l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il y a deux aspects, c'est soit vous faites de l'intelligence artificielle avec des règles, vous essayez de deviner les règles des grammaires, vous pouvez essayer de traduire une langue en fonction des grammaires, donc ça c'est plutôt sur le symbole et des règles. Et il y a tout ce qui est machine learning, où du coup on n'a pas de règles, mais on essaie de trouver les règles à partir de données. Et donc en fait, il faut nourrir l'algorithme avec des données. Donc les données, ça peut être des images, du son, du texte, des capteurs. Et ce qu'on entend beaucoup parler, il y a plein d'algos, on entend beaucoup parler des réseaux de neurones et en particulier du deep learning. Alors je vais juste en dire un mot parce que c'est des choses très actuelles, très, très puissantes. Ce n'est pas forcément toujours ce qui est le plus adapté, par exemple, pour le spectacle vivant. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, en fait, quelles sont les limites. Donc le machine learning, l'idée, c'est que par exemple, si vous voulez reconnaître des caractères ou des gestes, vous devez donner à la machine beaucoup d'exemples. Par exemple, là, une base de données pour reconnaître des chiffres, il y a 60 000 exemples avec toutes les variations possibles. Enfin, il n'y a jamais toutes les variations, mais un grand nombre de variations possibles que l'ordinateur va apprendre. Il va apprendre toutes les variations. Et donc, après, quand l'utilisateur écrit quelque chose, il va être capable de décoder en fonction de cette base. Alors, pour en finir assez vite avec le deep learning, ce qui s'est passé, c'est que avant, d'une part, les bases de données étaient relativement petites et les ordinateurs étaient étaient moins puissants. Et donc, il y a pas mal de techniques de réseaux de neurones qui n'étaient pas les techniques les plus performantes. Maintenant, avec beaucoup de données et des ordinateurs puissants, en fait, en ajoutant de la complexité, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout à coup, ces algorithmes sont devenus les plus performants. Et donc, pour tout ce qui est reconnaissance d'images, reconnaissance de la parole, reconnaissance de caractère, c'est les algos qui marchent le mieux. Mais il faut beaucoup de données. Et donc, en fait, Google, Facebook sont évidemment moteurs dans toutes ces technologies parce qu'eux, ils ont les données. Et ils captent toutes les données. Chaque fois que vous mettez une image, ils vont l'analyser pour aussi nourrir leur algorithme. Donc on arrive à très bien maintenant analyser des images, reconnaître qu'est-ce qu'il y a sur une scène, reconnaître
reconnaître que c'est des voitures, que c'est des piétons. Vous pouvez reconnaître des personnes, vous pouvez reconnaître les actions. Et là, juste un petit exemple. Ça, c'est le site Microsoft. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Vous pouvez vous-même rajouter une photo. Ça, c'est 2 photos qu'il y avait dans mon ordinateur de démo là, que je vais montrer. Le système utilise quelque chose qui est pré-entraîné et il va vous donner un certain nombre de choses. Donc là, il reconnaît bien que c'est un homme. Il fait un guess sur l'âge, qu'il a des lunettes. Là, il se trompe en fait sur le genre. Et forcément, dès qu'on parle de machine learning, il y a la notion d'erreur. Il n'y a rien qui va être parfait. Et ça, c'est important dès que vous voulez les utiliser dans des cadres artistiques ou dans le spectacle. C'est que toutes ces techniques, dès qu'on voulait faire de la reconnaissance, ça va être jamais forcément parfait. Donc ça, c'est des choses à tenir en compte. La notion d'erreur, d'ailleurs, peut être très intéressante au niveau artistique. Donc, beaucoup d'artistes vont prendre des algorithmes et juste les détourner parce que c'est des sources intéressantes. Donc, pour revenir à ma présentation, alors, je pense que vous connaissez tous la Kinect. La Kinect a changé la donne, disons, par rapport à tout ce qui est pouvoir utiliser des caméras en spectacle ou des installations. Et la Kinect utilisait dans les algos, justement, du machine learning pour estimer le squelette de la personne qui est devant la Kinect. Mais la Kinect fait quand même c'est un système, il y a quand même 2 caméras, ça calcule la profondeur. Là, ce qui est en train d'arriver, et c'est très intéressant, c'est que, par exemple, il y a des systèmes qui tournent sur des pages web qui vous permettent de retrouver le squelette d'une personne avec une caméra normale. Alors, une petite démonstration. Là, c'est PoseNet. Donc là, ça tourne dans mon navigateur. Déjà, un des succès du machine learning, du deep learning, c'est par exemple de très bien détecter les visages. Et ça, c'est utilisé dans toutes les applis. Snapchat utilise forcément reconnaissance des images pour savoir où on est. Et donc là, si je m'éloigne un peu, vous allez voir en fait que le système arrive à retrouver mon squelette. Si je vais vraiment plus loin, il y a le squelette en entier. Alors de nouveau, tous les systèmes de machine learning ne sont jamais parfaits. Et donc, il y aura forcément des postures, des positions où d'un coup, il ne va pas trouver, là, il ne va pas trouver mon bras. Mais c'est quand même assez étonnant que, avec une caméra normale, sans estimation de la profondeur, on arrive maintenant à retrouver des squelettes. C'est quand même des systèmes qui sont relativement, on est presque au système vidéo. Là, on est à 20 images par seconde, ce qui est déjà bien. Mais ce n'est pas forcément suffisant si vous voulez travailler, par exemple, avec de la danse ou des musiciens ou certains mouvements qui vont être très rapides. Là, ça ne va pas forcément être suffisant pour capter. Donc, c'est des choses très intéressantes. Après, c'est à vous de voir si ça peut être compatible avec les contraintes que vous avez. Donc là, il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a PoseNet, OpenPose. Ce qui est assez bluffant aussi, c'est que c'est des systèmes qui arrivent à retrouver, à positionner les squelettes vraiment de plusieurs personnes en même temps, ce qui n'était vraiment pas possible il y a encore 5-10 ans. Ça, c'était un peu de la science-fiction. Donc c'est vraiment assez étonnant que ça marche. Mais c'est relativement lent. Ce n'est pas forcément utilisable tout le temps. Alors, puisqu'on est dans les choses artistiques, là, on parle souvent de machine learning pour de la reconnaissance, classification, reconnaître les choses. C'est intéressant de penser que le machine learning, c'est aussi pour générer du contenu. Et donc là, vous pouvez apprendre des relations entre des images. Et là, c'est un artiste, Memo Acton, qui utilise ces techniques et qui, à partir d'une image, la base de données a été apprise avec des images là, de mer. Et en bougeant cette image, l'algo va essayer d'associer une image dans la base de données. Alors là aussi, si je vous montre la vidéo, c'est encore plus parlant.
Donc chaque fois qu'il bouge, le système essaie de retrouver des images dans la base de données. Et donc ça permet une sorte d'animation en temps réel à partir Ok, je vais arrêter là. Il y a aussi ce travail qui a apparu, c'est Everybody Dance Now, où il y a une estimation de la pose d'une personne qui va montrer un certain nombre d'exemples devant la vidéo. Et ensuite, le système va modifier la vidéo pour que ça colle avec un mouvement chorégraphique. Donc ça, c'est un danseur qui est enregistré. C'est quelqu'un qui fait des mouvements devant la caméra. L'estimation est détectée. Et ensuite, l'algo va modifier la vidéo de telle manière à ce que qu'on retrouve vraiment le mouvement de danse original. Alors là, c'est des systèmes... on peut se poser la question si ça veut dire que c'est intelligent ou pas. C'est vraiment des systèmes qui imitent, en fait. C'est des algorithmes puissants, mais qui prennent du matériel et on essaie de retrouver les choses. Si vous lisez l'article, c'est assez intéressant parce qu'ils décrivent aussi comment déceler que c'est une vidéo complètement fake, puisque donc c'est une vidéo de quelqu'un qui danse et qui n'existe pas. On peut parler des problèmes éthiques de l'intelligence artificielle, c'est un sujet important et intéressant en tant que tel. Alors, pour pas que je perde trop de temps, j'aimerais juste montrer 2-3 choses à l'IRCAM, mais après je vais vous présenter un peu plus en détail le travail qu'on a fait justement sur la reconnaissance de gestes. Alors là, c'est de nouveau la même idée que je vais montrer avec la vidéo, mais on peut le faire avec le son. Et ça, c'est le travail d'un de mes collègues, Philippe Esselin, où, si vous prenez, il a en fait enregistré d'un synthétiseur plein de sons. Et là, il a construit une grande base de données. Et avec du deep learning, il associe après des sons, par exemple des sons de voix ou des sons d'autres synthés, de telle manière à pouvoir resynthétiser un son synthétique. Donc c'est exactement, c'est la même philosophie que ce que je vous ai montré avec la vidéo. Et donc là, c'est des... Ça, c'est une voix qui imite une alarme. Et ça, c'est le son qui est généré par le synthétiseur en cherchant des analogies dans cette grande base de données de paramètres de synthétiseur avec le son de la voix. Si vous prenez un son comme ça, son synthétiseur va essayer de retrouver. Donc là, c'est d'autres moyens, par exemple, de programmer des synthétiseurs ou de trouver des sons à partir de sons existants. Donc ça, c'est des choses intéressantes justement du machine learning, c'est l'aspect de génération, de pouvoir utiliser les bases de données comme des sources pour pouvoir créer du nouveau contenu. Je ne vais pas vous montrer ça parce que je n'ai pas le temps. Juste vous montrer pour introduire en fait après notre approche. Là, c'est pas vraiment du machine learning, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un saxophoniste qui va dialoguer avec lui-même. Et cette fois, on est dans des bases de données qui sont toutes petites, puisqu'en fait, ça va être ce qui joue en live, qui va être repris, coupé en morceaux, analysé, et qui va être resynthétisé pour créer un dialogue avec lui-même. Donc, je pense que ça va être... Le système répond. Donc, c'est lui-même, c'est des phrases reconstituées à partir de ce qui vient de jouer auparavant. On n'a pas entendu, mais... Donc, on en
arrive à cette notion de interactive machine learning, qui est ce qu'on essaie de mettre en place, et je pense que c'est très intéressant pour le spectacle vivant. C'est une approche un peu différente du deep learning avec des grosses bases de données. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des petites bases de données. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand on travaille avec un artiste ou dans un style particulier, on n'a pas de grande base de données, ou les bases de données ne vont pas correspondre à ce que l'on veut. Vous avez vu par exemple le squelette que je vous ai montré. Le squelette est quand même très rudimentaire. Si vous travaillez avec des danseurs ou des chorégraphes, ça ne peut peut-être pas être une représentation du corps qui est adéquate. Typiquement, la colonne vertébrale est toujours une droite. Dès que vous êtes dans des choses plus fines, expressives, ces grosses bases de données ne vont pas forcément bien marcher. Donc en général, on n'a pas forcément des données accessibles, on a peu de données. Et en fait, on veut surtout que tous ces systèmes, ils apprennent très vite, alors que le deep learning va mettre des heures, des jours, disons, au mieux des minutes à apprendre. Et en fait, on veut aussi, nous, qu'on ait faire de la reconnaissance en temps réel. Donc ça, c'est des contraintes qui fait que certains algos dont on parle beaucoup ne sont pas forcément adéquats dans des situations de travail avec des artistes, de spectacles. Donc ça dépend des cas, en fait. Donc à partir de là, tout ce que je vais vous montrer, ce n'est pas du deep learning, c'est d'autres algos de machine learning, mais qui marchent, qu'on a modifiés pour qu'ils marchent vraiment avec peu de données, de choses qu'on enregistre sur le champ dans le cadre de spectacles. Donc on n'est pas les seuls à défendre là. Si vous allez sur ce site, même Google vous montre des exemples à comment vous pouvez donner, à partir d'un certain nombre d'exemples que vous pouvez enregistrer vous-même avec votre caméra, le système va apprendre et reconnaître. Le Wakinator par Rebecca Freebrink à Londres est un outil générique pour faire de la reconnaissance de patterns, de gestes. Et nous, on développe ces deux choses, soit des systèmes de reconnaissance dans Max, soit des systèmes de reconnaissance en JavaScript qu'on va vous démontrer tout à l'heure à la fin, qui sont utilisables par des téléphones, par exemple. Alors, ça, c'est des choses un peu anciennes qu'on a fait il y a pas mal d'années. C'était l'idée de suivre des gestes, et c'est vraiment l'idée de travailler cette fois avec des données temporelles. Tout ce que je vous ai montré, par exemple, sur les poses où on reconnaît les squelettes, c'est statique, en fait. L'algo va à chaque fois essayer de trouver la pose d'une personne. Et ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une sorte de continuité temporelle, de pouvoir suivre dans le temps des formes. Donc là, j'apprends au système une forme. Je l'associe à un fichier son. Là, j'apprends une deuxième forme. Et là, j'apprends une troisième. Et alors là, le système a appris tous les trois exemples. Suivant l'exemple que je refais, il va associer ça à un des trois fichiers son. Et si je change la forme au milieu, il va switcher sur l'autre forme, sur l'autre son. Donc ça, c'est un peu le principe de base. Donc là, c'est un exemple avec un capteur où j'enregistre un geste. Si je refais le geste plus lentement, l'algorithme est capable de suivre temporellement mon geste et de ralentir la musique. Et ça, c'est des choses qu'on a développées, je vais passer là. Récemment, il y a une année, on a fait un suivi de chef d'orchestre. Et donc là, on a enregistré tous les gestes du chef d'orchestre. Et on a donc construit une base de données, mais qui est spécifique à un chef d'orchestre. Donc là, c'est là où je dis c'est différent du deep learning où on n'a pas accès à 10 000 chefs d'orchestre. On va juste faire le travail pour un seul. Donc là, le système va marcher pour un seul chef d'orchestre, mais par contre, il pourra être très précis parce qu'on va pouvoir utiliser le style propre du chef. Donc là, les gestes ont été appris et on a synchronisé des différents sons. En fait, c'est le compositeur qui a décidé de synchroniser un certain nombre de sons
avec le système. Donc ce n'est pas des déclenchements en fonction du geste, c'est vraiment, on reconnaît la séquence et il y a toute une séquence de son électronique qui était prévue. Et après, c'est dans le concert, là c'est la répétition générale. Il y a un orchestre et donc il y a une partie électronique qui est complètement synchronisée par les gestes du chef d'orchestre avec l'orchestre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, on voit ici la barre rouge qui est en fait le défilement. On suit dans la partition exactement où on en est à chaque instant du geste. Donc on peut faire la même chose avec des vidéos. Ça, c'est un exemple très ancien qu'on a fait. Ça date d'au moins il y a 10 ans, voire plus. Le danseur a un capteur. On reconnaît le geste et on synchronise une vidéo. Donc vous voyez un peu comment le système arrive à comprendre ce qu'il fait. Il détecte le geste et synchronise. Donc il y a des moments où il n'arrive pas à détecter. Là, ça marche très bien. Et là, le système est perdu. Et là, il commence à s'amuser avec le système. Donc là, comme je l'ai dit, tout système de machine learning, il y aura forcément des erreurs. L'algorithme ne va jamais reconnaître parfaitement. Donc c'est au designer de concevoir le système. Soit l'erreur n'est pas grave, soit l'erreur devient quelque chose d'intéressant au niveau artistique. Alors les choses un peu plus récentes qu'on a fait, je vais vite vous montrer. Là, c'est la phase d'apprentissage. On apprend au système des gestes avec un certain son. Et là, c'est la part performance. Le performeur est cette fois en contrôle du son et du timbre. Là, on apprend au système des gestes. On va vous refaire quelque chose de similaire avec les téléphones tout à l'heure. Et là, c'est le système en mode reconnaissance, où il y a tout un vocabulaire de gestes qui est appris par la machine. Et en fonction de ce qui est reconnu, la synthèse sonore est générée. Et là aussi, en fait, c'est pas que reconnaître des gestes, c'est aussi générer de la synthèse en continu. Là, c'est quelque chose de similaire, mais cette fois, on va apprendre le son de la voix, le geste. Donc ça, c'est ce que le système apprend. Donc le système va prendre la voix, l'analyser, prendre le geste, l'analyser. Le système apprend le lien entre la voix et le geste. Et après, si on n'utilise que le geste, la synthèse est générée. Donc pour aller un peu vite, là c'est un peu des choses un peu plus récentes qu'on a fait. Donc, il y a des capteurs et il y a un certain nombre de gestes qui sont appris et reconnus et qui permettent de contrôler toute une session live en fonction du type de geste et du type en fonction du type de geste. Alors, tout ça, on l'a fait, ça existe dans Max. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer les liens. Les patchs sont gratuits. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est comme tous les téléphones ont des capteurs de mouvement maintenant, c'est un système très intéressant et qui permet aussi d'intégrer un grand nombre de personnes. Donc, on a développé tout système de reconnaissance avec des téléphones. Donc ça, c'est la démo qu'on va vous faire tout à l'heure. Et en fait, on a travaillé avec Michel Agnès sur ces systèmes qu'elle a intégrés dans des différentes pièces. Donc là, je lui laisse la parole. Ça vous donne un cas assez concret de l'utilisation de ces technologies dans des cas de composition musicale.
Bonjour. Alors, j'avais aucune expérience avant de commencer à travailler avec eux sur ces sujets. Et du coup, là, je vais vous raconter un peu mon parcours et l'expérience qui était faite dans 3 différentes pièces. Dans ces cas-là, je parle vraiment de pièces qui ont été faites pour les concerts, pour un travail avec des musiciens, et dans un contexte aussi de la musique contemporaine dans lequel la musique elle est écrite. Du coup, il a fallu aussi penser comment interagir avec l'outil par rapport à la notation, par rapport à comment les musiciens apprennent, et aussi par rapport aux gestes qu'ils ont aussi, son vocabulaire de gestes qui est propre aux musiciens. Du coup, la première pièce que je fais, c'était une pièce pour 19 instruments électroniques. Et dans ces cas-là, c'était plutôt d'instruments à vent. La deuxième pièce, oui, tu peux laisser, Fred. C'était celle-là, c'était une pièce pour 2 instrumentistes. Et là, j'ai profité que la main qui porte l'archet, elle est assez vivante. Elle a des mouvements qui sont assez marqués et qui me permet aussi de explorer, élargir ces genres de gestes en utilisant justement et en plaçant les capteurs de mouvement, que dans ces cas-là, c'est des portables dans les bras droits. C'est des bras qui tiennent l'archet. Et là, ils ont une partition, et c'est dans la partition que le geste, ils sont superposés. Du coup, c'est comme ils avaient une partition traditionnelle en bas, et en haut, tous les mouvements qu'ils doivent faire avec la main gauche. Ça permet aussi de synchroniser les deux musiciens, avoir aucun problème. Et pour eux aussi, c'était facile une fois que ils étaient bien familiers à la notation. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de choses nouvelles vraiment à présenter, que une ligne qui a été ajoutée avec de nouveaux gestes. Mais la base, c'était tout ce qui était traditionnellement fait par les instrumentistes. Et après, je suis partie un peu plus loin dans un projet dans lequel il n'y a pas d'instrument, il n'y a que de gestes et un groupe de musiciens, avec quelques objets qui ont été ajoutés. Du coup, comment ça marchait? Bon, j'étais très attirée par cette technologie parce que déjà, tout le monde connaît un smartphone. Ça me faisait rêver aussi le fait que tout puisse être en ligne. Il y a pas mal de ressources en ligne, même les sites Como, dans la démo qu'on va faire, tout est dispo aussi en ligne que vous pouvez tester à la maison. Surtout parce que quand on travaille avec des performeurs, des instrumentistes, ils veulent pouvoir répéter à la maison un dimanche, quand ils sont là, tout seuls, pouvoir repasser un peu les parties sans que forcément être dans une structure très compliquée, sans avoir besoin de nous, en tout cas. C'était ça qui m'a attirée aussi. Et là, c'est un exemple de la pièce qui a été travaillée avec un groupe c'était un ensemble à vent. Et quand on commence à travailler avec les gestes aussi, bon, je suis rentrée dans un océan. Au début, j'étais très admirative de tout ce travail-là. Je connaissais bien le travail de l'équipe de Fred, mais c'est vrai que quand on rentre dedans, on dit déjà quel geste utiliser, avec quel type de performeurs, quel type de performance on travaille, comment communiquer les gestes, comment transmettre les gestes. Et surtout, comme Fred a dit, dans les cas de machine learning, parfois, un geste qui est super clair pour moi, il n'est pas si clair pour la personne qui est en face de moi ou pour l'instrumentiste qui est en train de l'apprendre. On parle de l'apprentissage de la machine, mais aussi on parle de l'apprentissage des humains aussi. Comment faire pour le transmettre, comment faire aussi que le geste que j'essaye de transmettre aux interprètes soit aussi reconnaissable par la machine. Du coup, c'était aussi une série de questions par rapport à la représentation et après par rapport à comment l'intégrer dans les langages musicaux, de trouver aussi sa place dans l'écriture et dans la musique. Du coup, là, la solution pour cette pièce, ça a été de travailler sur des gestes plutôt calligraphiques, parce que comme ça, j'avais déjà réglé les problèmes de la notation et de l'apprentissage. Du coup, j'essayais de sortir un peu, de partir un peu de ces vocabulaires. Là, c'est la partition avec, par exemple, là, vous avez la viole des gambes et les mouvements qu'elle fait avec l'archet. Et parfois, elle a juste un geste sur l'air qu'elle doit imiter, comme si elle était en train d'écrire avec l'archet. Et parfois, ils vont jouer une note, combiner la partie finale de ce qu'ils jouent avec un geste qu'ils vont ajouter. Et là, c'était le cas des instruments avant, parce que faire un geste, ça le permettait en fait
dans ces cas-là, ils pouvaient associer un geste normal, instrumental, avec un geste en plus que j'avais ajouté. Du coup, là, je pouvais aussi travailler dans 2 couches qui se combinaient, de gestes instrumentaux qui font partie déjà du vocabulaire des instrumentistes, avec des nouveaux gestes qui vont contrôler des sons. C'était ça. Après, donc, comme vous voyez, on a utilisé des outils qui sont faciles à trouver. Aujourd'hui, les gens qui courent, ils ont une série de bracelets disponibles. On est parti toujours des technologies déjà existantes, parce que c'était ça un peu notre philosophie aussi. Okay, on part des smartphones, des choses que tout le monde peut trouver un peu partout. Ouais. Et là, ils sont une série des sons des voix qui déclenchent au fur et à mesure qu'ils bougent. Et cette vidéo n'est pas super claire, je vais vous montrer après un autre exemple qui est plus clair. On peut passer. Bon, la deuxième expérience, déjà, c'est une série de pièces qui n'étaient pas forcément adressées aux musiciens. Et on l'a présenté pour la première fois avec un groupe mixte qui mélangeait musiciens, circassiens, danseurs. Et là, les gestes, il était traité de façon autonome par rapport à une partition écrite et par rapport à l'instrument aussi. J'avais aussi très envie de commencer à ajouter des objets pour faire de sorte que l'attention du performeur ne se porte pas sur les portables, parce qu'il avait aussi une chose qui est très agaçante quand on commence à travailler comme des technologies comme ça, que parfois, à force du pouvoir de l'objet, les musiciens, il est presque kidnappé, il est presque cet objet-là, comme ça se passe dans nos jours, il peut aussi avoir un effet de nous ensorceiller. Et ça fait de sorte que les musiciens soient trop concentrés, trop préoccupés avec l'outil et que l'outil prenne un peu les pouvoirs sur les performeurs. Du coup, je commençais aussi à faire de sorte que, avec l'interaction avec d'autres objets, par exemple des cordes, qui vont aussi faire de sorte que l'interaction physique avec les interprètes, ça se passe aussi d'une autre façon. On puisse aussi complexifier en fait la relation avec l'outil technologique. Et du coup, je commençais à faire une série de pièces qui marchent comme des instructions. Et on parle des partitions qui ne sont plus des partitions notées de façon traditionnelle, mais des textes plutôt, qui vont vers l'exercice physique. Et ça m'intéressait aussi pour les travaux que je fais avec l'écoute, pour qu'une action physique, pour qu'une sensation, pour que des modèles d'interaction puissent aussi générer des sons, et comme ça qu'on puisse aussi avoir un travail qui connecte gestes et écoute, qui fait partie du travail quotidien d'un musicien quand il est avec son instrument, par exemple. Là, c'est une pièce qui est faite en forme d'instruction, et justement, elle a été inspirée par la tension qu'on a dans les cordes, dans un instrument comme les pianos. Je suis pianiste à la base, j'étais toujours très intéressée par rapport à la tension qui est enfermée dans les cadres du piano. C'est des cordes vraiment qui, s'il y a un accident qui se passe et une corde qui se casse, on va avoir beaucoup de problèmes et c'est assez dangereux. Et là, j'utilisais un peu la corde du piano, cette tension qui est enfermée dans les cadres, comme une métaphore pour un travail physique, des extensions, d'étirements et de résistance un peu du matériel. Du coup, ce qui m'intéresse aussi comme artiste dans le cadre de l'utilisation de cet outil, c'est pas comment la machine peut guider les gens, les performeurs, les musiciens à faire un geste, mais c'est aussi comment les sons peuvent guider aussi les gestes. Du coup, c'était et comment aussi on peut le faire, comment on l'utiliser pour éveiller l'écoute. Ça veut dire pas la technologie en soi-même, mais pas une utilisation superficielle de deep learning.
Et là, c'était le cas. Du coup, le performeur, il est là, il est en train de regarder, de voir. Là, on a fait ça comme démonstration pour le public. Les instructions sont écrites sur l'écran et il reproduit. Du coup, au fur et à mesure qu'il va trouver les actions, il va avoir des sonorités différentes qui vont répondre. Et ces sonorités, parfois, vont aussi guider les mouvements. Donc, je montre juste la vidéo. Donc là, les gestes sont captés par le téléphone et la reconnaissance va faire la différence entre les différents gestes qui ont été définis. Et là, je vais travailler aussi sur des axes. Ça fait que quand il est sur l'axe horizontal, qui travaille des étirements comme ça, il va avoir plutôt ce type de son qu'on a écouté. Quand il ouvre les bras vers le bas, il va avoir aussi un autre type de registre, un autre type de sonorités qui sont travaillées. Il va vers les graves. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce travail, c'est aussi, au fur et à mesure que cette exploration se met en place, il y a aussi des nouveaux sons qu'il va pouvoir naviguer et découvrir. C'est aussi donner une place aux performeurs d'explorateurs. Plus qu'être trop enfermé dans l'apprentissage, l'utilisation de l'outil. C'était aussi une envie de donner une liberté aussi à un interprète, parce que aussi ces outils, parfois, ils peuvent aussi nous enfermer. En fait, il y a un point intéressant. Justement, si on parle de machine learning et d'apprentissage et d'intelligence artificielle, c'est que finalement, là, dans le cadre du spectacle, on n'est pas dans un système qu'on définit en amont, forcément avec un geste qui va être reconnu de manière parfaite, mais c'est une sorte de travailler avec le système et l'algorithme qui fait qui devient intéressant en tant que tel. Et c'est même des choses qui peuvent être travaillées en répétition, qui peuvent être pas forcément après être utilisées en spectacle. Mais c'est le travail, ce travail-là qui est aussi intéressant avec des danseurs ou des performeurs, parce que du coup, ça leur donne un retour sur leur mouvement. Au créateur, ça lui permet de repenser différemment les différents types de gestes utilisés, les différents types de gestes reconnus. Donc il y a tout un travail à faire avec le système, en fait. Et ça, c'est une des choses vraiment intéressantes, je pense, pour l'utilisation artistique du machine learning. Suivante. Oui. Et là, c'est une pièce qui est en cours. J'avais très envie de continuer à explorer un répertoire des sons que j'utilise beaucoup dans ma musique. C'est des sons des harmoniques, des cordes, des phénomènes, des vibrations un peu particuliers qu'on peut trouver quand on travaille avec les cordes, soit quand on introduit des objets, quand on le fait vibrer de façon un peu bizarre, soit parce qu'on les prépare, parce qu'on ajoute des objets, ou soit parce que aussi on invente des techniques comme celle de glissandi, quand on glisse les doigts sur les cordes, ou sinon quand on appuie sur certaines parties de la corde qui sont considérées comme de nœuds harmoniques. Et là, on va voir des mélanges des sons qui sont un peu hétérogènes. Ça m'intéressait beaucoup, ça. C'est un peu comme lancer un zoom in dans un phénomène acoustique. C'est ce qui se passe quand on travaille avec cette matière. Et aussi, j'avais envie de travailler... On parle beaucoup de la technologie comme extension du corps, surtout aujourd'hui. Là, on est portable, ordinateur, extension de nos yeux, de nos bras, de nos oreilles. Et dans ces projets qui n'est pas encore arrivé à la fin, il est en cours, j'avais envie d'illustrer cette idée avec l'utilisation des cordes et de faire ça de façon un peu littérale et un peu amusante. Et là, ça me permet aussi de faire interagir avec les personnes du public qui n'ont pas des capteurs, parce que c'était un peu ça qui me préoccupait aussi. Le fait qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin des outils
qui soit intégré dans notre corps pour pouvoir interagir avec, comment je pourrais le faire de façon plus indirecte. Et la réponse ici, c'était de faire de sorte qu'avec ces cordes, dès que quelqu'un touche l'extension de la corde, le capteur il est de l'autre côté, je n'ai pas besoin d'avoir un rapport direct avec les capteurs. Et ça, c'était une résidence qui a été faite avec les cyberprogrammeurs. Je joue la vidéo. Donc là, tous les sons étaient générés par les gestes captés par les téléphones. Ouais. Alors maintenant, il nous on va reste... faire une démo très rapide, Voilà, parce que on là, va faire une démo. on est dans les temps. Donc là, c'est le système... On va vous montrer en live comment ça marche. Et aussi l'interface qui a été développée pour faire ce travail de la façon plus simple possible avec un portable. Là, c'est notre interface. Du coup, il y a une base déjà préenregistrée des sons. Je dois d'abord choisir les sons. Je vais choisir les sons. Je pense que je vais choisir les sons d'une canette en train d'être écrasée. Ça, c'est le preview du son. On n'a pas le son ici, duplicate. Ouais. Du coup, ça, c'est les sons. Ça, c'est les sons. Du coup, l'interface a aussi ces boutons prévus qui me permettent d'écouter les sons que je vais sonifier. Là, je vais choisir un geste que je vais associer à ces sons. Je vais l'enregistrer. Quand je fais ce geste, il va reproduire le son. Le prochain que je vais enregistrer, c'est en silence. Enregistrer mon silence. Du coup, là, il y a deux colonnes. La première colonne, c'est lié à le son de la canette. Deuxième, lié à la position du silence. OK. Bon, troisième son. Je vais choisir le son du vent. Je vais associer ça je les vends ici, associé au geste que j'ai enregistré, la canette, les silences. Et le quatrième son que je vais choisir, c'est ça. Son de boîte d'allumettes. Je suis associée avec ces sons.
Et une fois que je fais ça, le projet il est enregistré. Ça fait que lui, quand il rentre dans le même projet, il peut reproduire avec ses gestes les mêmes sons. Donc moi, du coup, j'ai les mêmes gestes enregistrés par Michel. On est connecté sur les mêmes gestes qui viennent d'être enregistrés et ça me permet d'utiliser le même système. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de décrire, c'est qu'on a un système qui permet de définir des gestes sur le champ, de les tester et de les utiliser de manière interactive pour créer des sons. Alors après, évidemment, vous mettez les sons que vous voulez. Là, c'est vraiment comme démonstration. Donc voilà, ça c'est vraiment le système de reconnaissance de gestes basé sur les téléphones qu'on appelle Como. Ouais. Et je pense que c'est important de dire aussi que c'est logiciel, comment on dit ça, cette appli, c'est un web appli, du coup on n'a pas besoin d'installer rien, elle est en ligne, il faut juste connecter sur les sites et vous pouvez déjà enregistrer, trouver vos projets ou vos projets que vous voulez jouer là-bas. Et les sites, c'est como.aircam.fr. Et il faut connecter avec les portables. C'est que si vous entrez avec l'ordinateur, ça ne va pas marcher. Du coup, il est fait pour qu'on connecte avec les portables, pour qu'on associe, pour faire ces jeux. Donc là, on est au bout de notre temps. On va arrêter. Si vous avez des questions, c'est très volontiers. Ou des remarques. On est là encore quelques minutes. N'hésitez pas. Oui, j'avais une question, savoir si vous connaissez les écritures chorégraphiques, les partitions, et si vous vous en servez. Oui, je connais quelques systèmes. Je ne vais pas rentrer de façon très profonde parce qu'ils sont très complexes parfois. Mais oui, superficiellement, oui. J'ai beaucoup discuté avec des copains chorégraphes, danseurs, pour trouver des alternatives aussi par rapport à la notation. C'est vrai que la notation, c'est quelque chose d'important. On s'interroge beaucoup à propos de ça, dans la composition, dans la danse aussi. Et la composition musicale, la composition chorégraphique, elle a beaucoup de choses en commun. Du coup, c'est sans doute un terrain. On s'inspire beaucoup, je m'inspire beaucoup aussi, parfois de comment ce travail est fait. Oui, exactement. Et ça permet aussi de superposer à la notation et de s'approprier aussi, oui. J'ai fait un peu de recherche sur ça. Mais à la fin, ce que je fais, c'est aussi d'adapter dans chaque pièce, dans chaque cas, de trouver parfois des particularités selon les matériels, comment ça répond. Du coup, c'est un peu un équilibre entre des écritures qui existent déjà, des choses dans lesquelles on s'inspire, et parfois des outils en particulier qu'on a besoin d'écrire pour des situations spécifiques. Mais oui, c'est une grande source d'inspiration. D'autres remarques? Sinon, on est là encore quelques minutes. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais les conférences sont filmées, donc vous pourrez retrouver toute cette intervention et donc toutes les références citées sur le site des JTSE dans quelques mois, semaines. Voilà. Donc c'est terminé pour cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé. Puis je vous donne rendez-vous à 15h30 dans une petite demi-heure pour la deuxième. Merci.